Vous l'avez compris, ce soir nous parlerons de quelqu'un qui a exercé pendant 40 ans sur son pays et sur le monde noir une influence extraordinaire, au point d'être considéré non sans raison comme l'ancêtre de la négritude. Reçu comme membre de la Société d'anthropologie de Paris en 1984, Anténor Firmin se mit au travail et publie un an plus tard son maître ouvrage de 650 pages de l'égalité des races humaines, livre qui échappe à toute classification arbitraire pouvant l'amputer et l'amoindrir. C'est autour de ce livre, autour de cet homme, que l'émission de ce soir va être réalisée. Beaucoup se demandent pourquoi sommes-nous ce soir, au XXIe siècle, en train de parler d'un livre et d'un homme du XIXe siècle. Certains croient que c'est parce que ce livre et cet homme abordent un sujet d'actualité. Mais la réponse, c'est le livre et l'homme qui l'apportent eux-mêmes. Mon esprit a toujours été choqué, en lisant divers ouvrages, de voir affirmer dogmatiquement l'inégalité des races humaines et l'infériorité native de la noire. Devenu membre de la Société d'anthropologie de Paris, la chose ne devrait-elle pas me paraître encore plus incompréhensible et illogique? Est-il naturel de voir siéger dans une même société, au même titre, des hommes que la science même qu'on est censé représenter semble déclarer inégaux? J'aurais pu, dès la fin de l'année dernière, à la reprise de nos travaux, provoquer au sein de la société une discussion de nature à faire la lumière sur la question, à m'édifier au moins sur les raisons scientifiques qui autorisent la plupart de mes savants collègues à diviser l'espèce humaine en races supérieures et races inférieures. Mais ne serais-je pas considéré comme un intrus? Une prévention malheureuse ne ferait-elle pas tomber ma demande préalablement à tout examen? Le simple bon sens m'indiquait là-dessus un doute légitime. Aussi, est-ce alors que je conçus l'idée d'écrire ce livre, que j'ose recommander à la méditation comme à l'indulgence des hommes spéciaux? Tout ce qu'on pourra y trouver de bon, il faut l'attribuer à l'excellence de la méthode positive, que j'ai essayé d'appliquer à l'anthropologie en étayant toutes mes inductions sur des principes déjà reconnus par les sciences définitivement constituées. Ainsi faite, l'étude des questions anthropologiques prend un caractère dont la valeur est incontestable. Il est certain qu'un tel sujet réclame de longues et laborieuses études. La précipitation avec laquelle je l'ai traité doit indubitablement nuire aux résultats désirés. Mais je n'aurai pas toujours des loisirs involontaires. Le temps presse et j'ignore si parmi mes congénères de la race noire, il s'en trouve qui offrent la somme de bonne volonté et de la patience accumulée qu'il a fallu mettre en œuvre pour élaborer, combiner et présenter les arguments et les recherches de la manière que je me suis évertueux de le faire. Et je réussis, dans une certaine mesure, à répandre dans mon livre la clarté, la précision, tous les attraits qui captivent l'esprit et font le charme des ouvrages destinés à propager des idées justes, mais non encore reconnues et contestées. Je n'ose trop y compter. Je n'ai jamais eu une entière confiance en mon talent de styliste. De plus, les conditions morales où je me suis trouvé en développant la thèse de l'égalité des races ont certainement exercé sur ma pensée une influence dépressive, hautement nuisible à l'élégance et surtout à l'ampleur des expressions qui correspondent toujours à la bonne santé de l'esprit, à l'ardeur expansive du cœur. Par-ci, par-là, quelques incorrections ont dû m'échapper. Je demande au lecteur son entière bienveillance, le priant de considérer les difficultés des questions que j'ai eu à embrasser et la hâte que les circonstances m'ont pour ainsi dire imposée. Peut-être ai-je trop présumé de mes forces. Je l'ai senti parfois. La soif de la vérité et le besoin de la lumière m'ont seul soutenu dans le cours de mon travail. Pourtant, quel que soit le résultat que j'obtienne, je ne regretterai jamais de m'y être livré. Dans cette masse flottante de l'humanité qui tourne sur elle-même, dit M. Mazon, il existe un mouvement ordonné. Notre petit cercle est une partie d'un grand cercle.
et notre esprit est satisfait pour un instant en apercevant une vérité nouvelle. La poursuite de cette vérité fortifie l'intelligence. Ainsi est produite la sélection naturelle de l'esprit. Et tandis que les uns se fatiguent et sont incapables d'aller plus loin, les autres vont en avant et s'affermissent par l'effort. Je suis noir. J'ai toujours considéré le culte de la science comme le seul vrai, le seul digne de la constante attention et de l'infini dévouement de tout homme qui ne se laisse guider que par la libre raison. Comment pourrais-je concilier les conclusions que l'on semble tirer de cette même science contre les aptitudes des Noirs, avec cette vénération passionnée et profonde qui est pour moi un besoin impérieux de l'esprit? Pourrais-je m'abstraire du rang de mes congénères et me considérer comme une exception parmi d'autres exceptions? Certes, j'ai trop de logique de mes conceptions pour m'arrêter à cette distinction aussi orgueilleuse que spécieuse et folle. Il n'y a aucune différence fondamentale entre le noir d'Afrique et celui d'Haïti. Donc voilà,